C'est par l'entrepreneuriat et l'investissement que le continent africain émergera et ses diasporas implantées dans le monde entier en ont bien conscience. Selon plusieurs études, la diaspora africaine de France envoie près de 10 milliards d'euros chaque année, soit environ 6 551 milliards 816 millions de francs CFA transférés vers le continent. Mais on note aussi le retour de cerveau qui impulse une nouvelle vision et un développement accéléré du continent. Diaspora et développement de l'Afrique, on en parle dans quelques petits instants avec nos invités. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre magazine économique Éco-Débat. Quel est l'impact réel de la diaspora sur le développement et les économies locales sur le continent africain? Pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Et avec vous sur ce plateau, M. Joël-Éric Misséou, directeur associé de Afrique Search. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, monsieur, le sujet est peut-être un peu vaste ou rébarbatif. On parle de diaspora. Qu'entend-on exactement par diaspora? Alors, il y a plusieurs définitions. Et on parle de la perception de l'Union africaine. L'Union africaine estime que la diaspora, c'est tous ces membres d'un territoire qui sont sortis du continent africain, qui vivent sur un autre continent et qui contribuent au développement de leur pays d'origine ou qui sont intéressés par le développement du pays d'origine. Donc, ils estiment que la diaspora, pour l'Union africaine, c'est ce qui est en dehors du continent africain quand on estime que l'Afrique, c'est un grand tout. D'accord, mais l'Afrique, c'est un grand tout. Donc, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Est-ce que des Ivoiriens qui se retrouvent sur le continent, peut-être au Rwanda, en Afrique du Sud, est-ce qu'on peut les classer, on peut les mettre dans la diaspora? Nous, en Côte d'Ivoire, on le fait. Mais selon la définition de la CEDEAO et de l'Union africaine, il faut qu'ils soient en dehors du continent africain parce qu'ils ne sont pas délocalisés. Ils sont chez eux quand ils sont dans n'importe quel pays d'Afrique. D'accord, donc là, le facteur Afrique a un gros poids, un gros impact. Et depuis quelques années, on va dire une vingtaine d'années maintenant, il y a vraiment cette montée en puissance là de la diaspora. La diaspora sur l'échiquier politique, on peut le dire, sur l'échiquier économique, développement. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance de la diaspora dans les données? Je pense, je ne suis pas du tout économiste, mais je pense que d'abord, il faut compléter cette définition de la diaspora en disant que malgré tout ce qu'on peut en penser, la diaspora, ce n'est pas une entité unique. La diaspora, c'est une composition d'individus qui ont des réactions et des comportements et des attitudes et des volontés très différentes et très variables en fonction d'un instant T dans leur vie. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment, on va décider de contribuer d'une certaine façon à l'évolution de son pays d'origine en disant, voilà, moi aujourd'hui, je vais investir dans tel ou tel projet qui a été lancé par mon État, ou je vais simplement accompagner ma famille qui est restée sur place pour tel ou tel besoin très concret, très matériel, etc. Donc, ce retour de la diaspora concret, physique, ou en tout cas à distance par l'envoi de monnaie sonnante et trébuchante, je pense qu'il est aujourd'hui mis en avant de façon très concrète parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ce sont des sommes très importantes. D'où la raison pour laquelle on en parle autant. Est-ce que maintenant c'est quelque chose qui a un impact concret sur le développement de nos États? On en parlera certainement dans... Si, on en parlera et surtout de ces fonds colossaux qui sont transférés vers le continent. Alors, monsieur le directeur, quand on voit la diaspora, est-ce qu'il y a une organisation pratique au niveau de ces membres de la diaspora à l'extérieur? Ou bien chacun vient individuellement vers vous pour demander comment ça se passe, où il peut investir? Alors, c'est très différent. Lorsqu'on part d'un pays à un autre, on va voir que les concentrations des diasporas sont assez différentes. Et puis, ça dépend aussi de l'historique, de l'histoire du pays en rapport avec le pays d'accueil, etc. Nous, de façon générale, il y a des associations de la diaspora ivoirienne dans les pays d'accueil. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas membres des associations de la diaspora, mais qui continuent de rester en contact avec les administrations des pays pour voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur contribution. Elle n'est pas seulement financière, elle est aussi et surtout, je dirais, intellectuelle. Elle peut être aussi sur le plan social. En tout cas, notre diaspora ivoirienne, elle a beaucoup d'associations, je pense un peu trop, mais notre objectif n'est pas de détruire l'organisation de la diaspora, c'est de partir de cette organisation de la diaspora et proposer des voies et moyens pour que cette diaspora se retrouve davantage ensemble à travers des projets qui puissent davantage les unir. Alors des projets qui puissent les unir, déjà ces projets,
comment est-ce que les membres de la diaspora, je veux parler d'investissement, comment ces membres de la diaspora sont informés d'opportunités d'investissement qu'ils ont sur le continent? Alors, pour la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs particularités. D'abord, nous avons ce qu'on appelle le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, qui est le CPC. Et donc, le CPC, déjà en 2013, nous avons organisé à Paris ce qu'on appelle Diaspora for Growth, c'est Diaspora pour la croissance. C'était de partir à la rencontre de la diaspora en leur soumettant des projets ou des domaines dans lesquels ils pouvaient investir s'ils avaient un certain capital. Donc, je me souviens qu'en 2013, le potentiel d'investissement des personnes qui avaient participé à l'époque à cette réunion à Paris était de 9 milliards quand même de francs CFA d'intention d'investissement de la diaspora. C'est important, il faut poursuivre ces efforts. Et il y a aussi des membres de la diaspora qui ont des idées, mais qui ont besoin d'être assurés sur l'investissement qu'ils peuvent mettre en place dans les différents pays. Donc, nous, on a fait 2 éditions du Forum Diaspora for Growth. On fait aussi régulièrement des éditions de ce qu'on appelle le Forum de la diaspora ivoirienne. D'ailleurs, je crois, M. Akouete de Afrique Search a participé au dernier Forum de la diaspora en Côte d'Ivoire. Il était justement sur les talents et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc, nous leur présentons les opportunités d'investissement, les domaines dans lesquels ils peuvent investir, et puis ensuite, ils peuvent créer une entreprise en allant au CPC où toute l'administration qui est nécessaire à la création d'entreprise est fondée sur place, est basée sur place au sein du CPC, dans le même bâtiment. Ils peuvent créer une entreprise en moins de 72 heures. C'est d'ailleurs 24 heures normalement. D'accord, toutes ces conditions sont intéressantes, mais selon quelques récentes études qui sont tombées récemment, la plupart des analyses réalisées par la Banque mondiale et d'autres institutions indiquent que l'Afrique subsaharienne enregistre le plus de transferts de fonds de la part de sa diaspora. D'après l'institution de Bretton Woods, la région a capté en 2017 plus de 42 milliards de dollars d'envois. 42 milliards de dollars d'envois. Mais est-ce que ce montant, il entre effectivement dans le tissu productif, investissement, développement, ou bien ce sont des fonds qui sont alloués que pour des besoins quotidiens des parents proches restés sur le continent? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que de façon indirecte, de toute façon, ça va rentrer dans le tissu. Si vous envoyez de l'argent à vos parents pour construire un bien immobilier, il y a un environnement, un écosystème tout autour qui profite de cette construction, de ce besoin-là. Donc, indirectement, il va y avoir un impact sur cet environnement parce que le maçon, etc., qui vont travailler pour la construction, vont en tirer un produit qui lui-même va être utilisé et ainsi de suite. Donc, même si cet argent va d'abord et avant tout dans les poches des parents et des membres de la famille, ensuite, la façon dont ils vont le dépenser va avoir ou non un impact sur l'environnement économique. Donc ça va dépendre ensuite de l'utilisation. Évidemment, si c'est pour de la consommation de biens de première nécessité, quoi qu'il en soit, ça fait fonctionner un commerce. Parce que si on va acheter de l'huile, on va acheter, etc., tel autre produit, on fait fonctionner un commerce. Si c'est pour payer les factures d'électricité, etc., ça rentre quand même dans cet environnement. Parce que ces 42 milliards, ils ne sont pas, ils sont pas sous les matelas, ils sont forcément entrés dans l'économie nationale. Effectivement, ça n'a pas forcément quelque chose de visible parce qu'on ne dit pas, 42 milliards, ça a servi à construire tel immeuble ou construire tel projet immobilier. Mais concrètement, ça rentre quand même dans l'économie nationale et ça permet de faire fonctionner des entreprises, de payer des salaires, etc., et de nourrir des familles. Donc je pense que ça a un impact. Je veux dire qu'à la suite de ce qu'il a dit, d'ailleurs ces chiffres sont en nette évolution. Je crois en 2018 on était à 48 milliards de dollars. C'est important de comprendre que lorsqu'on est ressortissant d'un pays, qu'on est à l'extérieur, notre première préoccupation c'est d'aider nos parents. On ne pense pas systématiquement à l'investissement. Aujourd'hui, ce que l'État fait, c'est d'encourager justement la diaspora à partir vers l'investissement et à pas forcément pour qu'ils arrêtent le cycle d'envoi de l'argent, mais justement pour que l'argent soit utilisé et puisse produire de la richesse. J'ai vu une étude de la Banque africaine de développement qui dit que lorsqu'on arrive à augmenter les transferts de fonds d'autour de 10%, on peut faire baisser la pauvreté entre 1 et 2% dans un pays. Donc c'est quand même des sommes assez importantes. C'est pour ça que d'ailleurs, cette année, l'an dernier, de l'an 2019, l'État de Côte d'Ivoire a envoyé une quinzaine d'émissions à l'extérieur avec le Trésor de Côte d'Ivoire pour leur présenter des bons
et des domaines d'investissement pour le Trésor et comment est-ce que on peut capitaliser cette épargne de la diaspora pour les encourager de plus en plus à réfléchir à un investissement productif au lieu de se limiter systématiquement à l'envoi d'argent pour acheter de l'huile, acheter cela. C'est aussi les encourager à investir beaucoup plus de sorte qu'on puisse créer de la richesse et que la famille puisse aussi développer une certaine autonomie et que tout cela contribue de façon générale à baisser le taux de pauvreté dans les différents pays qui reçoivent autant d'argent de la diaspora. Alors je vais rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces bons du Trésor que vous exportez, vous mettez en évidence devant ces membres de la diaspora pour les inciter à investir. C'est en fonction de leur épargne sur place là-bas. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est envoyer des missions, voir leurs attentes et leur présenter les opportunités d'investissement, leur dire voilà ce que nous on compte faire avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? La diaspora, elle exprime un certain nombre de choses, elle peut avoir des doutes sur un certain nombre d'éléments, elle veut faire confiance à ce qu'on lui présente, mais nous, essentiellement, notre objectif, on a vu que dans la diaspora ivoirienne, ce n'est pas tous les Ivoiriens de l'extérieur qui ont d'énormes revenus. Il y a des revenus intermédiaires, il faut tenir compte de cela. Il faut proposer des produits à la diaspora, des produits qui sont accessibles aussi à la diaspora. Ce n'est pas parce qu'ils sont à l'extérieur qu'ils sont tous riches, mais ils peuvent avoir des ressources et réfléchir à l'investissement, à un investissement productif dans le pays d'origine, surtout en ces temps qui courent dans les pays d'accueil où il y a une sorte d'obsession sur la question migratoire. Beaucoup d'Africains, en tout cas, sont en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire dans mon pays d'origine. Pourquoi est-ce que je ne réfléchis pas à un investissement productif? Nous, on leur dit, eh bien, l'occasion est bonne. Voilà les différents projets que nous avons pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après cela, nous faisons un rapport. Et puis l'an prochain, il va y avoir la deuxième suite des missions pour justement proposer d'autres produits encore à la diaspora en fonction du retour qu'on a eu de ses intentions. En tout cas, ce que nous avons vu sur le terrain, c'est que la plupart des Ivoiriens étaient intéressés par des investissements dans leur pays. Ils veulent être rassurés quant au fait que lorsqu'ils envoient de l'argent à un parent, à un ami, à différentes structures pour tenir un projet bien particulier, que le projet sera suivi, qu'il ne va pas perdre ses ressources, qu'on ne va pas prendre leurs ressources, parce que beaucoup de membres de la diaspora ont aussi souffert du fait que certains membres de la famille ou amis ou proches ont quand même détourné des ressources de personnes de la diaspora, qui est complètement inacceptable de leur point de vue. Et moi, je partage cette opinion. Il faut continuer de les rassurer. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de leur montrer des domaines d'investissement ici en Côte d'Ivoire à travers les différentes consultations que nous faisons. Nous envoyons régulièrement même des mails à certains et on accompagne d'autres. On en parlera tout à l'heure justement dans le reportage. Si, on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, vous parliez de secteurs où ils pouvaient investir. Quand on prend le cas, par exemple, du Maroc, on sait que les fonds de la diaspora transférés vers le Maroc, c'est environ 40% qui est alloué au secteur de l'immobilier. En tout cas, c'est le premier choix d'investissement des Marocains vivant à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, on se retrouve aussi entre l'immobilier et maintenant le commerce. Généralement, les membres de la diaspora font venir des articles, on ouvre des boutiques, des filiales ici maintenant. Alors, mais il y a toujours ce doute, ce petit point d'achoppement quant à être rassuré à ce que mon investissement soit suivi. Quels sont les obstacles que ces membres de la diaspora retrouvent généralement qu'on peut mettre sur le plancher? Des questions de sécurité je pense, bon, ils sont de plusieurs ordres, hein, évidemment. Chaque fois qu'on est à l'étranger, on regarde la situation de nos pays d'origine sur le plan politique, sur le plan social, cette stabilité ou instabilité. On sait très bien que l'approche d'élections est souvent source de tensions, etc. Est-ce que ça a un impact ou non sur les investissements? Ça dépend du type d'investissement. Donc ces éléments-là, forcément, vont inquiéter ceux qui sont à l'étranger et qui essaient d'envoyer des économies, parce que c'est le fruit de leur travail, pour les investir et faire en sorte que ça soit productif. Ça, c'est la première inquiétude. La deuxième, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, c'est le fait que quand on envoie cet argent à des personnes physiques, on a toujours cette crainte que l'argent soit utilisé à d'autres fins et non pas celles pour lesquelles l'argent a été envoyé. Donc ça, c'est seulement le fait de passer par des institutions ou par des projets, des programmes bien établis qui peut rassurer, qui pourrait rassurer. On a aussi vu qu'il y a des organisations parfois, voilà, vous investissez dans un programme immobilier et puis le programme ne va pas à sa fin. Ça existe partout dans le monde. Donc il y a aussi une part de risque à prendre quoi qu'il en soit, mais cette part de risque est plus importante quand on est loin. Disons que le risque est amplifié parce qu'on est très loin et qu'on a moins d'emprise
sur les effets de cet investissement et le risque qu'on encourt. Alors que quand on est sur place, on peut réagir tout de suite, aller dans les locaux de l'entreprise en question, identifier le responsable, etc. Quand on est à 6000 km ou plus, c'est plus difficile. Donc on est obligé de s'appuyer quand même sur des proches, et ces proches-là ne sont pas toujours fiables à 100%. D'où cette inquiétude, et les gens ont vraiment besoin d'être rassurés en leur disant, écoutez, voilà, on a mis en place telle structure, voilà le processus d'investissement, voilà les garanties qu'on vous apporte, et à partir de là, on peut plus facilement investir. Quand on est en France ou aux États-Unis, on a moins ces inquiétudes, parce que vous allez plus sur un programme immobilier, vous savez que le responsable du programme, c'est telle ou telle personne, vous savez que si il y avait une défaillance quelconque de la part de cette entité-là, vous avez les moyens de les poursuivre et de récupérer vos fonds que vous avez avancés, voire même les dommages-intérêts, etc., parce que vous avez un environnement qui est balisé. C'est un peu plus difficile quand vous êtes très loin de chez vous et que vous continuez quand même à faire ce type d'investissement. Donc je pense que c'est globalement ce genre d'inquiétudes qui font que les gens sont moins rassurés à investir dans des projets qu'on peut leur proposer. Moi j'ai vu aussi j'ai rencontré beaucoup de personnes de la diaspora qui avaient des projets intéressants. Et une difficulté fondamentale qu'ils rencontraient et qu'on a vu dans les deux résolutions du Forum de la diaspora en Côte d'Ivoire, le Forum 1 en 2015, le Forum 2 en 2017, le Forum 3 en 2019, on a vu qu'il y avait un manque d'accompagnement des banques. Beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur avaient des projets très intéressants et n'arrivaient pas à mobiliser toutes les ressources nécessaires à la mise en place du projet. Ce que l'État a fait, c'est que le dernier forum, d'ailleurs en présence de M. Agoueté, qui était invité spécial au Forum de la diaspora, c'est de mettre en place un mécanisme de ce qu'on appelle une sorte de fonds de garantie qui va permettre la création d'entreprises des Ivoiriens de l'extérieur. Donc une convention a été signée en 2019 en présence du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Mahamadou Gon Coulibaly. Et le ministre Ali Coulibaly a signé une convention avec la structure qu'on appelle le Fonds de solidarité africain. Et le rôle de cette structure, c'est de mettre en place un mécanisme, une sorte de mécanisme de garantie de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, de sorte que lorsque la Commission aura déterminé que c'est un projet viable, que c'est un projet intéressant par rapport aux objectifs de développement du pays, et que l'État puisse apporter la garantie nécessaire à l'emprunt bancaire qui puisse permettre à la société de voir jour. Donc, quand même, l'État prend en compte un ensemble de difficultés qu'on a vues sur le terrain. Une autre difficulté que nous percevons chez les Ivoiriens de l'extérieur, c'est souvent lorsqu'ils viennent, c'est avoir systématiquement tendance à avoir un relais familial et se rendre compte plus tard que le relais familial ne s'est pas révélé assez fiable, et donc de rechercher souvent au niveau de l'État un certain nombre de structures. Nous sommes en train de travailler sur un manuel d'ailleurs qui va expliquer aux Ivoiriens de l'extérieur un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et nous avons aussi défini ce qu'on appelle un plan, une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. D'ailleurs, ça a été adopté au dernier forum de la diaspora. Il a 4 axes majeurs et tous les axes qui ont été définis sont partis des difficultés que la diaspora a exprimées dans les 2 éditions précédentes du Forum de la diaspora pour mettre en place une politique de gestion d'Ivoiriens de l'extérieur sur 4 axes fondamentaux. Il y a tout l'axe, il y a la participation civique, citoyenne, il y a le potentiel humain, il y a le potentiel économique, de sorte qu'on ne voit pas seulement la diaspora comme une manne financière. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons dire que lorsqu'un pays veut se développer, il doit s'appuyer sur l'ensemble des forces qu'il peut obtenir. Et dans un pays, vous avez non seulement les citoyens qui vivent sur votre territoire, mais vous avez ceux qui ne vivent plus sur votre territoire, mais qui ont envie de participer au développement du pays. Et la politique permet de les prendre en compte de la même manière qu'un Ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire sera allé voir une banque. La banque aurait demandé des garanties, vous habitez où, vous travaillez où, et l'Ivoirien de l'extérieur n'avait pas ces garanties. Et donc l'État va lui proposer une garantie à travers le Fonds de solidarité africain. C'est un projet, le dernier atelier a eu lieu, donc le projet devrait être normalement mis en place dans les 7 à 8 mois à venir. D'accord. Et là, vous parlez d'investissement et vous avez donné une notion importante. Ce n'est pas que la richesse matérielle financière qu'on attend, mais aussi les valeurs. Ces valeurs-là, avec Afrique Search, vous, on a tendance à dire, vous êtes les chasseurs de tête, vous allez recruter ces talents de la diaspora pour les ramener vers le continent africain. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile et surtout, est-ce qu'il y a encore assez de membres de la diaspora qui veulent revenir s'impliquer sur le continent? Est-ce que c'est facile? Globalement, oui. C'est pas si compliqué que ça. Ce que j'aimerais dire quand même en précision, c'est que on va chercher des talents de la diaspora, non pas parce qu'il n'y a pas de talent localement, il y a des talents locaux, et il faut le dire, il faut le rappeler. Simplement, ce qu'on va chercher dans la diaspora, c'est peut-être parfois une expertise qu'on n'a pas pu développer localement. Quelqu'un qui est dans la City à Londres,
ou qui travaille à New York dans les marchés financiers, il a une expertise, une expérience, il a été exposé à un environnement très compétitif qui pousse les choses vraiment beaucoup plus loin que ce que notre environnement plus petit peut aujourd'hui proposer. Donc si on a besoin d'une telle expertise, évidemment, ce n'est pas localement qu'on pourra la trouver. Mais ça ne veut pas dire que localement, on n'a pas d'autres expertises. Donc ça, c'est important à préciser. Secondo, les talents de la diaspora, évidemment, sont de plus en plus enclins à rentrer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. AfriqueSearch a été constitué il y a 24 ans aujourd'hui. À l'origine, déjà, c'était ça la première problématique. Des jeunes formés en Europe qui voulaient revenir travailler en Afrique. Et jusqu'à présent, on le voit. Et on le voit même dans le dispositif qu'on retrouve dans nos entreprises aujourd'hui. Une bonne partie des dirigeants de banques ou d'autres structures locales sont des locaux ou en tout cas de la sous-région. Donc ça prouve qu'il y a une transformation et cette transformation est également due au fait qu'un certain nombre de membres de la diaspora rentrent et s'installent et commencent à développer des compétences au sein d'une entreprise et puis ils passent de directeur de tel ou tel département à directeur général au bout de quelques temps. Donc énormément de gens de la diaspora veulent rentrer. On est même confronté à un problème auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'on a beaucoup de CV mais pas assez d'offres d'emploi à leur proposer. Donc, la tendance, contrairement à ce qu'on peut penser, est plutôt dans ce sens-là. On a énormément de gens qui veulent entrer, qui ont envie de venir d'abord contribuer au développement d'entreprises locales, également, bien sûr, parce que comme on le disait tout à l'heure, ils sont aujourd'hui dans un environnement qui connaît aussi la crise. L'Europe est en crise, il y a toutes ces problématiques de migration, etc. Et en plus, de façon commune, aujourd'hui, on admet que la qualité de vie dans nos pays est de plus en plus agréable et donc est peut-être plus facile à intégrer que celle à laquelle on peut être confronté quand on est en Europe où on est à 100 à l'heure tous les jours. Ici aussi, on est à 100 à l'heure, mais on a vraiment beaucoup d'accompagnement qui font qu'on arrive quand même à profiter de la qualité de vie. Donc, tous ces éléments-là font que de plus en plus de cadres de la diaspora souhaitent rentrer, bien sûr, dans la mesure du possible avec un emploi, parce que quand ils ont un emploi de l'autre côté, il est difficile de démissionner et de dire voilà, je vais m'asseoir à Abidjan et puis je vais attendre de trouver quelque chose. Donc l'idéal, c'est d'avoir déjà une autre opportunité et de venir s'intégrer dans cette nouvelle opportunité. Et puis sinon, il y a aussi la possibilité de venir créer sa propre entreprise parce qu'on a acquis une certaine expertise et qu'on vient aujourd'hui la mettre au service d'un certain nombre d'entreprises et pas une seule entreprise. Donc il y a une vraie volonté de retour. C'est pas si compliqué que ça. Certains métiers sont un peu pointus parfois, donc un peu plus difficiles, mais dans l'absolu, on arrive assez facilement à satisfaire les besoins et les demandes de nos clients. Et justement, je reviens aussi encore sur un point. Vous parlez de certains qui veulent revenir pour créer eux-mêmes leur propre entreprise. Est-ce qu'à ce niveau-là, une politique ou un schéma est mis en place pour faciliter ce retour ? Oui, bien sûr. Au sein du CPC, il y a même une structure en charge d'encadrer les personnes de la diaspora. Le CPC est le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. C'est important d'aller déjà, il y a même un site internet Invest 225 où vous pouvez voir tout le code d'investissement en Côte d'Ivoire dans plusieurs langues, notamment en langue anglaise. Et vous pouvez voir les bandes en fonction des taxes que vous devez payer si vous décidez de créer une entreprise dans l'agglomération d'Abidjan ou plus loin d'Abidjan, parce que le gouvernement veut aussi développer les autres villes de l'intérieur. Il est important que ces personnes regardent aussi sur le site du CPC pour voir ce qui s'y fait. Mais je voulais aussi revenir sur la question des talents et dire que vous savez que l'État a même eu recours à des cabinets privés pour recruter dans des hauts postes d'administration en Côte d'Ivoire en restant très compétitif, en payant des salaires qui étaient payés au niveau du privé pour recruter justement toutes ces têtes qui étaient de la diaspora qui pouvaient intervenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au sein de l'administration dans l'État de Côte d'Ivoire qui ont été recrutées sur appel à candidature. Donc, ce sont des politiques qui se poursuivent et sur l'investissement. Et je l'ai dit, le principal obstacle avait été l'accompagnement financier. Vous pouvez avoir 10 millions de francs, vous vous rendez compte sur le terrain que la création de votre entreprise a besoin de 15 ou 20 millions de francs. Vous allez à une banque, la banque vous dit moi je ne vous connais pas, vous n'avez pas un salaire qui est payé ici, vous n'avez pas une épargne régulière, comment est-ce que moi je vous fais confiance pour vous prêter de l'argent? L'État dit attention, si le projet est intéressant
Le projet peut créer des emplois, générer des emplois, créer de la richesse. Il faut que derrière, nous puissions apporter la garantie nécessaire à la mise en place de ces différents projets. Et cela va être définitivement fait dans les 6 ou 7 mois à venir. En tout cas, nous sommes en train de travailler à cela. Toutes les études sont prêtes et ça a été validé lors du dernier forum de la diaspora. Il ne reste plus qu'à dérouler avec les différents partenaires et puis parler aux banques aussi. Je comprends le risque qu'il y a à prêter de l'argent et que l'argent n'est pas remboursé. Mais derrière, il faut que nous, on apporte à la diaspora ce que les Ivoiriens qui résident en Côte d'Ivoire ont déjà. Ils ont, pour certains qui demandent un prêt, un emploi. Ils ont une adresse régulière. Ils ont des garanties qu'ils peuvent apporter. On peut même vous demander une facture d'eau, d'électricité, vous apporter. Mais quand vous résidez à l'extérieur, que vous avez besoin de 5 millions de francs CFA, que ce qu'on vous demande, souvent ça peut vous décourager. Nous, on va venir remplacer cela en fonction du fait qu'on estime que le projet est non seulement productif, mais que derrière, il répond aux besoins du gouvernement d'investir dans des secteurs bien précis. Des garanties, des conditions pour permettre un retour gagnant ou serein des membres de la diaspora, si on peut le dire. On en reparle tout à l'heure dans la seconde partie de notre émission. Là, c'est juste une pause et on revient dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de votre magazine Éco-Débat. Nous parlons aujourd'hui de l'impact des diasporas sur les économies locales et le développement du continent africain. Et pour en parler, nous sommes toujours avec M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, et avec lui, M. Joël-Éric Minseou, directeur associé de AfriqueSearch. Alors, messieurs, dans la première partie, on a parlé un peu de la diaspora, de son implication en griffe. Dans cette seconde partie, nous allons maintenant voir quelles sont vraiment les politiques réelles mises en œuvre pour les attirer vers le continent et surtout quelques exemples de réussite et des solutions ou des propositions que vous pouvez faire pour vraiment permettre à cette diaspora de vraiment impacter le développement du continent africain. Mais avant de démarrer, je voulais suivre cet élément qui montre un peu le retour d'un membre de la diaspora ou de quelques membres de la diaspora qui ont investi sur le continent. On regarde ce que ça donne. Au cœur d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, se trouve un homme qui travaille dur pour réaliser son rêve. Vêtu de blanc, Amara Cissé fait partie des cerveaux de la diaspora ivoirienne qui ont décidé de regagner la mère patrie. On est quoi ici? Ça va, ça se passe? Parti à l'aventure à 20 ans, ce jeune Ivoirien est de retour depuis 2007, après un diplôme d'ingénieur en génie civil obtenu en 2004 en France. Membre de la diaspora africaine qui a choisi de rentrer dans leur pays d'origine, à son arrivée, Amara Cissé s'est lancé dans son domaine de base, les BTP. À côté de cette passion, l'homme est également propriétaire d'un complexe hôtelier dans la commune luxueuse de Cocody dans l'ex-d'Abidjan. Un jeune Ivoirien comme moi, voilà, aller se chercher en Europe et se retourner au pays pour créer quelque chose pour que tout le monde puisse bénéficier, surtout de la jeunesse. Donc la motivation pour moi, c'était de rentrer m'investir réellement dans mon pays. Plusieurs centaines de cadres issus de la diaspora africaine retournent chaque année poursuivre leur carrière sur le continent. Un retour qui est souvent parsemé d'embûches. Beaucoup de difficultés dans le début de 2006, 2007, 2008. Voilà, beaucoup de difficultés. Même jusque-là, on traverse toujours les difficultés. Les difficultés, il y en a. Ça, c'est obligé. Tu ne peux pas faire une activité qu'il n'y a pas de difficulté. Mais il faut tenir, il faut toujours avoir la force pour pouvoir arriver à ton objectif. À travers son expérience, ses analyses et celles de ses proches, Amara Cissé réussit tant bien que mal à se faire une place sous le soleil. Aujourd'hui, l'homme plus que satisfait de son retour tire pleinement profit des opportunités qui s'offrent à lui. Beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, je me sens très bien et posé dans mon pays. Et pour moi, aujourd'hui, quand je vois les partenaires qui viennent, qui logent à l'hôtel ici, pour moi, c'est beaucoup d'avantages déjà pour moi. Et de deux, je veux voir le pays aussi développer. Si toute la jeunesse aussi qui sont en Occident, qui fait un retour, qu'ils arrivent à faire qu'on appelle petit à petit les activités, je pense que c'est avantageux pour tout le monde. Tout comme Amara Cissé, la plupart des revenants sont des personnes bardées de diplômes, avec une voie professionnelle toute tracée obtenue de leur séjour en Occident. Banquier d'affaires en France, Akadji Bongbadje s'est reconverti dans la crêperie à Abidjan. Né à Rennes, la capitale de la Bretagne, Bongbadje y passe son enfance où il obtient un bac économique et social, puis intègre une école supérieure de commerce et s'en sort avec un master en marketing.
Les fouets, là, j'en avais acheté plusieurs quand même. En dépit de cette expérience en finance, l'homme se lance dans la crêperie, une spécialité culinaire bretonne. Tout d'abord, on a la chance d'accueillir des Bretons, parce que voilà, on vient de Bretagne et on en est fiers. Et du coup, beaucoup de Bretons de passage à Abidjan viennent faire un tour à la crêperie pour découvrir un peu les produits qu'ils ont laissés là-bas. Donc voilà, les crêpes, les galettes. Et puis on fait également des glaces et des gaufres. Et sinon, on a une clientèle de passage. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de tourisme à Abidjan. Et puis on propose quelque chose de différent que ce qu'on connaît d'habitude, la tiéké, le foutou, toutes les sauces. En 2017, Bongbadji et son associé ouvrent des points de vente de crêpes et de galettes à Abidjan, une entreprise qu'ils baptisent Marin. Pour ces deux amis, c'était le meilleur biais d'associer leurs deux cultures, la culinaire ivoirien et breton, et les faire découvrir en Côte d'Ivoire. On est dans un pays qui a une diversité culinaire très importante. Donc à chaque fois, on essaye d'en profiter dans nos produits. Je vais vous parler du produit le plus connu qui est la galoko. C'est une galette bretonne, basique, de la farine de sarrasin comme on connaît. Et on a incorporé de la loco dedans, avec du fromage, avec soit du steak haché, soit du poulet. Une petite sauce qu'a créé un de nos employés qui est parfaite. Et du coup, ce mariage-là, bon, c'est le mariage entre la Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et ça a réussi, c'est un vrai succès auprès de nos clients. Permettre aux clients de faire un voyage culinaire, tel est l'un des objectifs de l'entreprise. Une autre galette. Merci. Laetitia Na est une cliente qui apprécie bien les crêpes de ce restaurant. J'aime tout, les crêpes, les galettes. J'aime bien aussi les galettes à base de jambon, œuf. Mais j'adore la galette à base à loco. Après être bien arpenté sur Abidjan, Bongbadji vise l'intérieur du pays avant de mettre le cap sur la sous-région d'ici à 2021. Le but étant de créer une véritable franchise et une marque tout en associant la crêpe, la galette, les glaces et les gaufres. Bongbadji suit désormais son destin et sa passion. Alors, autour sur ce plateau, vous voyez cet exemple, on peut dire, réussi de ces deux membres de la diaspora qui sont revenus sur le continent. Qu'est-ce que cela vous laisse à penser déjà? Alors, première chose, on sent bien que ça a été des démarches solitaires, individuelles. Et moi, ça me fait revenir sur le point du fonds de garantie dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que si ce fonds-là se met en place, on verra beaucoup plus d'exemples comme celui-là, parce que certains aussi ont des projets, veulent venir investir, ils n'ont pas forcément les fonds nécessaires. Et cet accompagnement-là qui manque, qui fait qu'en fait on se retrouve avec un nombre limité de ce genre d'initiatives. Mais très intéressant, et ce sont des gens qui semblent épanouis, qui finalement sont très heureux, et je pense que le premier le disait, il est content d'être à la maison, d'être chez lui, et de voir son pays se développer, et de contribuer à ce développement-là. Donc je pense que ça c'est une des raisons principales qui fait que beaucoup de membres de la diaspora souhaitent rentrer. Monsieur le directeur, vous accompagnez ce genre de projet? Oui, bien sûr. J'ai quand même la chance d'être dans cette fonction il y a un peu plus de 7 ans. Donc, je connais d'ailleurs les deux personnes qui sont passées sur ce projet, qui participent à nos rencontres régulières de la diaspora qu'on fait ici. Et puis, j'aime aussi le projet de l'hôtel. Je ne dirais pas le nom pour les questions de publicité, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes de la diaspora de France ou d'autres diasporas, quand elles arrivent en Côte d'Ivoire, par solidarité, elles partent naturellement là-bas. Il y en a d'autres exemples. Il y a des exemples de restauration au plateau qui sont bien connus. Certains ont reçu des prix d'excellence. Et tout à l'heure, on va parler des politiques mises en place. Je vous expliquerai certaines choses qui sont faites. Mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire s'est mise quand même tardivement sur la question de la diaspora et puis de la mobilisation de la diaspora pour son développement, parce qu'on était essentiellement une terre d'immigration avec 24% des populations d'origine étrangère. C'est après les années 93, 90-93 que les Ivoiriens partent beaucoup plus, et que maintenant l'État a développé depuis 2012 un certain nombre de stratégies pour répondre à la demande de la diaspora. Donc on aura l'occasion d'en parler. Si on aura l'occasion d'en parler, et on va ouvrir ce volet-là avec vous, M. Joël-Éric Misséou. Déjà, vous avez démarré vos activités dans les années 96, si je comprends. Qu'est-ce qui a, je veux dire, comment vous êtes parti, sur quelle base, quelle est l'idée première qui vous a incité à lancer ce projet-là? Est-ce que ce sont les besoins du continent africain, ou bien ce sont les membres de la diaspora qui étaient là-bas, qui n'arrivaient peut-être pas à s'intégrer et qui recherchaient vraiment des opportunités sur le continent, qui vous a motivé à lancer ce projet? C'est un mélange des deux.
C'est un mélange des deux. Premier constat, donc une diaspora panafricaine ou africaine étudiant en France, en région parisienne essentiellement. Donc dans ce groupe, il y avait des Ivoiriens, des Togolais, des Sénégalais, etc. Ils se retrouvent tous donc à militer dans un certain nombre d'associations, dont la plus connue s'appelait Renaissance africaine, donc toute une histoire. Et l'idée, c'était vraiment de contribuer, donc déjà à l'époque, en tant qu'étudiant, de contribuer au développement du continent africain. Comment y arriver? Donc on organisait un certain nombre de conférences, de débats sur les problématiques économiques, sociales, etc., qui touchaient le continent et sur lesquels on voulait quand même avoir un impact. De cette organisation associative, on en sort parce que tout le monde finit ses études. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche du boulot à Paris, difficile, malgré la qualité des formations des uns et des autres. Depuis Paris, envoyer des CV à Abidjan, à Dakar, à Douala, pas beaucoup de retours. C'est vrai qu'il y a 24 ans, on ne parlait pas vraiment de direction des ressources humaines, il n'y avait pas ce côté business partner des ressources humaines. C'était vraiment plus ou moins une administration, une structure d'enregistrement, contrat d'entrée, contrat de sortie, congé, etc., pays. Donc difficile d'avoir un retour. D'où cette notion, cette envie de dire, écoutez, il y a un besoin, c'est sûr, nous on veut rentrer, c'est certain, et on est certain également qu'il y a sur le continent des fonctions qu'on peut occuper. À nous maintenant de trouver le moyen de rentrer en contact avec les besoins, et il y avait un certain nombre de filiales de multinationales à l'époque qui cherchaient effectivement à africaniser entre guillemets les cadres. Donc la création du cabinet est née de ça, cette idée de faire le lien entre cette diaspora et les besoins et les entreprises qui en avaient besoin en Afrique. Et justement, cette petite idée qui me revient, ces membres de la diaspora, est-ce que finalement, il ne serait pas un peu un trait d'union entre les opérateurs économiques du pays où ils résident et le continent, leur pays d'origine? Très certainement. D'ailleurs, moi j'ai le sentiment que c'est une diaspora qui est en flux continu. C'est-à-dire qu'autant il y en a qui rentrent, autant il y en a qui repartent, et ainsi de suite. Certains parce qu'ils vont chercher une formation de meilleure qualité, d'autres parce que simplement c'est une question de vie ou de mort, de leur point de vue, ainsi de suite. Donc c'est un flux qui est en perpétuel, j'allais dire, roulement. Donc ceux qui rentrent viennent effectivement occuper un certain nombre de fonctions après une vie passée là-bas, et puis d'autres considèrent que c'est le moment de partir. Ceux qui vont vers le Canada aussi, qui est une nouvelle terre d'accueil pour les francophones, notamment la région de Montréal, le Québec. Donc il y a ce trait d'union qui ne s'arrête pas et qui n'est pas prêt de s'arrêter à mon sens. Mais effectivement, quand on est en France, quand on est en Angleterre, quand on est aux États-Unis, on continue effectivement de faire ce lien pour ceux qui sont réellement de la diaspora, et c'est un élément essentiel justement, être en contact avec son pays. Sinon, est-ce qu'on est vraiment de la diaspora? Si je vis en Bretagne depuis 25 ans, j'ai épousé une Bretonne et je me plais très bien dans mon environnement, je n'ai plus de lien avec la Côte d'Ivoire, peut-on considérer que je suis encore de la diaspora? Donc ce lien-là justement dont vous parlez est à mon avis un élément essentiel pour qualifier une personne, une communauté comme étant membre de la diaspora. D'accord. Et on a vu aussi ces deux exemples. On sait que ces membres de la diaspora, quand ils reviennent, c'est vraiment un portefeuille d'investissement souvent conséquent. On a vu l'exemple tout à l'heure. Mais vous, quelles sont les politiques que vous menez au sein de votre direction pour vraiment capitaliser ces ressources-là, tant humaines que financières? Alors, il faut dire, je le répète encore, j'ai vu qu'il y a une forte tendance de comparer les politiques qui sont mises en place dans les différents pays en rapport avec leurs ressources qui sont établies à l'extérieur. L'exemple de la Côte d'Ivoire est un exemple complètement différent, je l'ai expliqué. Tout commence à l'appel du chef de l'État le 26 mai 2011 à Paris. Il lance un appel pour l'émergence de la Côte d'Ivoire et pour le retour de la diaspora. Dans la foulée, un ministère est créé, une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur est mise en place en 2013. Et on nous charge d'un certain nombre de missions, dont l'accès au logement, la mise en place d'une politique en faveur des Ivoiriens de l'extérieur. Mais il fallait connaître cette diaspora. Comment travailler pour la diaspora sans la connaître? Où est-elle? Combien sont-ils? À travers les différentes études, on a pu comprendre qu'il y a une estimation d'autour d'1 240 000 personnes. On se rend compte qu'ensuite, tous les Ivoiriens ne s'inscrivent pas au sein des consulats ou des ambassades, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas non plus d'ambassade dans tous les pays au monde, et ils ne s'inscrivaient pas tous. À travers les études, on a compris où ils étaient, quels sont les secteurs dans lesquels ils étaient, quelles étaient leurs attentes à travers différents forums de la diaspora. Et on a ensuite vu, en allant à leur rencontre, ce qu'ils souhaitaient véritablement faire en Côte d'Ivoire. C'est à partir de cela qu'on a défini
une politique de gestion des Ivoiriens à l'extérieur qui a été validée au dernier forum et qui donc va être budgétisée. Et si tous les éléments à l'intérieur sont validés, on va déployer cette stratégie. L'État a même voté ce qu'on appelle un plan de retour. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière le retour, il y a toute une dynamique. Moi, je suis de la diaspora. J'ai eu beaucoup plus de chance pour revenir en Côte d'Ivoire parce que j'avais été recruté à la fin de la crise pour ouvrir une boîte qui s'est chargée, une boîte allemande, une fondation allemande, qui s'est chargée de traiter des questions de droits de l'homme, etc. On venait de la crise, j'ai eu un défi complètement différent. J'avais un emploi quand je venais. Donc, c'est différent. Les différentes personnes aujourd'hui, elles font pour la plupart du temps des sortes de retours circulaires. Elles essaient de voir qu'est-ce que je peux faire, sur qui est-ce que je peux me fonder. Nous, on offre l'opportunité de renseigner la diaspora sur l'ensemble des démarches qu'elle peut entreprendre lorsqu'elle veut ou créer une entreprise. Dans ce cas, on l'oriente vers le CPC. Si elle a besoin de s'acquérir un logement, on va l'orienter vers des structures bien précises. Et surtout, l'accompagnement principal que nous allons apporter à la suite de la mise en place de la politique de gestion des Ivoiriens à l'extérieur sera notamment ce mécanisme d'appui à l'investissement qui, pour nous, est essentiel pour construire la confiance avec la diaspora et lui dire que l'État a fait plusieurs pas vers elle, c'est à son retour de faire des pas vers l'État pour que l'on se retrouve tous à un même carrefour. Le carrefour, c'est les défis pour le développement des pays d'origine. Donc, il a dit un élément très important, il faut que la personne se sente attachée à son pays. Lorsqu'on estime qu'on n'a plus de contact avec le pays, qu'on ne souhaite plus avoir de contact avec le pays, on n'est pas forcément membre de la diaspora. Ce n'est pas moi qui disqualifie, ce sont les définitions. Donc, je veux dire que nous, ce qu'on fait dans ce genre de cas, c'est d'accompagner ces personnes et puis surtout, de les encourager. On fait ici des rencontres régulières de ce qu'on appelle les after-work, la diaspora. Et puis, il y a aussi un prix important que l'État a mis en place, c'est le prix du meilleur Ivoirien de l'extérieur. Vous avez des personnes comme Marguerite Aboué qui a fait Aya de Yopougon qui a bénéficié de ce prix. Vous avez Loïc Dablé qui est un chef de renommée qui a bénéficié de ce prix. Et vous avez d'autres acteurs de la diaspora, même des associations de la diaspora, qui à travers leur travail sur le terrain ont été récompensés par l'État qui leur a donné un prix symbolique. Et puis ce prix, le premier prix du meilleur Ivoirien de l'extérieur, c'est quand même 10 millions de francs CFA qui permet ensuite à cette personne ou à cette association de continuer les efforts qu'elle fait dans le sens de la mise en place des politiques en faveur de la diaspora ivoirienne. Nous, on essaie d'accompagner tous ces différents efforts de la diaspora et on les rencontre régulièrement pour voir est-ce que ces politiques sont conformes à leurs attentes. Donc, on a eu, je l'ai déjà dit, 3 éditions du Forum de la diaspora et 2 éditions du Forum Diaspora for Growth. Et ensuite, on continue les différents échanges avec la diaspora. Il y a aussi la question sociale. On parle d'investissement, mais je reconnais qu'une grande partie de notre travail ces 3 dernières années, à cause des défis qui se sont annoncés sur le plan de la migration, ont été des questions essentiellement sociales. On a dû venir en appui à plus de 6 000 Ivoiriens qui ont dû revenir en Côte d'Ivoire face aux différentes difficultés. Et donc maintenant qu'on a fait tout cela, on a des films qu'on fait pour faire la promotion des bons profils de la diaspora. Et on fait même une sorte de compendium où on recueille à chaque fois leur CV lorsqu'ils s'inscrivent pour un forum en Côte d'Ivoire. Donc il y a des efforts qui se poursuivent. Des efforts qui se poursuivent pour ce laps de temps de 2013 à aujourd'hui 2020. Petite évolution. Je pense qu'il y a quand même, je dis toujours ça, j'ai dit, on n'a jamais autant parlé des diasporas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a une logique derrière. Il y a la logique que les États africains ont décidé d'associer pleinement les diasporas à leur pays, à leur politique de développement. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait des textes, on en tient compte. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont présents au Conseil économique, social, culturel et environnemental. Ils sont présents au Sénat. Et mon objectif, en tout cas, c'est que dans les années à venir, que les Ivoiriens aussi soient impliqués au sein de l'Assemblée nationale, de sorte qu'ils aient la possibilité aussi de venir défendre des dossiers qui leur tiennent à cœur au sein de l'organe, l'un des plus grands organes de notre pays, qui est l'Assemblée nationale, de venir débattre un certain nombre de questions. Lorsque vous faites cela, que vous les impliquez sur le plan politique, vous les impliquez sur le plan social, vous les aidez sur le plan social, eh bien, vous déclenchez aussi l'envie de créer cette union avec le pays d'origine et donc de continuer d'investir et se mettre à la disposition du pays d'origine. Continuer de s'investir, se mettre à la disposition du pays. On a parlé du volet professionnel, vraiment professionnel. On a parlé du volet financier, mais on voit aussi qu'il y a certains groupes, certains membres de la diaspora qui décident de venir investir ou s'investir de manière bénévole. On en voit qui vont créer des centres de santé ou des missions médicales, des opérations de ce genre. Comment vous percevez cela? Ça répond à quel but pour vous?
Il me semble que ça répond à un but de contribution, d'accompagnement. C'est un but social, c'est, je crois, le cœur qui parle, hein, tout simplement. On considère, et bien sûr, on regarde et on voit beaucoup plus facilement ce que les gens de la diaspora peuvent faire, parce qu'il y a un vrai voyage, un déplacement, toute une caravane parfois qui se déplace et qui vient accompagner un projet localement. Il y a aussi la même chose qui se fait localement. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas de la diaspora, mais qui vont avoir le même genre de projets sociaux, qui vont accompagner un certain nombre de structures locales, qui vont prendre des initiatives pour l'éducation, la santé, etc. Donc c'est vrai que, parce qu'on considère que la diaspora est très éloignée, on est plus marqué par ce qu'elle peut prendre comme initiative dans ce sens-là. Mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel, d'humain, et encore une fois assez individuel, ou alors ça passe par une association qui partage avec ses membres une volonté, une vision, et qui dit, bah, écoutez, nous, ce serait bien qu'on vienne accompagner tel village qui est en bord de mer et qui est en train de subir les conséquences du changement climatique, etc. etc. Donc voilà, il y a une vraie sensibilité à ce qui se passe chez nous, et ça, c'est vraiment, on parlait de lien de la diaspora, ça, c'est l'exemple, je pense, le plus fort de ce qu'on peut avoir comme lien en étant membre de la diaspora avec son pays d'origine. Si on vient, non pas dans son intérêt personnel, mais plutôt pour apporter une aide à ceux qui sont encore sur le territoire et qui ont des vrais besoins, bon, bah, je pense qu'on montre bien qu'on est attaché à jamais à son pays. C'est très juste. Je voulais dire que je connais quelques jeunes de la diaspora. Il y a des projets que j'aime bien. Il y a un des projets qui consiste pour un jeune qui est aux États-Unis, qui travaille dans un cadre médical et qui chaque année prend à sa charge tous les fauteuils roulants et les envoie à Djamé dans la mairie, et il distribue aux populations. Il les identifie d'abord, il fait un fichier lui-même. Je participe à la remise généralement parce que je l'ai rencontré une fois à Paris, il m'expliquait ce qu'il faisait, ça m'avait beaucoup intéressé, donc on participe à ses côtés à cette remise. Ce sont des idées. Il a pris ce genre d'initiative tout seul parce qu'il est un enfant d'Adjamé, il a vu ce qui se passait, il s'est dit, ah, mais je vois des fauteuils roulants régulièrement dans mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner cela? Donc il vient régulièrement, il fait cela. Il y a aussi ceux qui font des actions médicales, et c'est d'ailleurs pour cela que nous, on va signer bientôt une convention du ministère de l'Intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur avec l'association de régions des Côtes d'Ivoire, parce qu'on a aussi constaté sur le terrain, à la demande de la diaspora, que certains sont intéressés à investir ou à trouver des projets d'investissement dans leur région d'origine. Ils ont envie d'accompagner les dynamiques de développement. Donc cette convention va permettre, à travers cette convention, qu'on mette à la disposition du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur toutes les initiatives ou tous les projets de développement pour lesquels la région recherche des investissements, et on peut soumettre aux différentes diasporas, qu'on soit originaire de la région ou pas, on peut être intéressé. Moi, je suis allé à l'école à Lakota ou au lycée des Divo. Ça m'intéresse de voir s'il y a des projets de développement auxquels je peux contribuer dans la région de Lakota, dans la région de Divo, pas forcément dans nos régions de naissance. En tout cas, on a vu qu'il y a toute cette dynamique, et ces différents efforts que nous faisons tiennent compte des différentes demandes de la diaspora sur le terrain et des politiques qui se mettent en place, et qui, à chaque fois, nous sommes obligés d'adapter ou de remettre en cause certaines d'entre elles pour pouvoir répondre aux besoins de la diaspora. Alors, vous convenez avec moi que la diaspora est un élément clé du développement de nos économies locales, si vraiment on s'y attelle à faire ce qu'il faut. Alors, en quelques minutes, ce sera peut-être votre mot de fin à tout un chacun. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour ces années à venir pour permettre à la diaspora de vraiment s'épanouir et de jouer son rôle d'acteur clé du développement sur le continent? Moi, en tant que personne issue de la diaspora, il y a un conseil fondamental que je donne. Je estime d'abord que la diaspora est importante pour le développement de tous les pays d'origine, parce qu'elle a un savoir-faire, parce qu'elle a un capital humain financier qu'elle peut mettre au service du pays d'origine. Mais il y a 3 conseils fondamentaux que je dois donner à la diaspora. Le premier conseil, c'est l'humilité. Comprendre qu'en Afrique, nous avons des dynamiques beaucoup plus différentes. Et donc, de comprendre qu'on peut apporter quelque chose sans forcément gêner les différentes personnes dans l'approche que nous avons. Le deuxième conseil que je donne, en plus de cela, c'est la patience. C'est de comprendre qu'on demeure des États où souvent les choses peuvent se passer beaucoup plus lentement, mais ce n'est pas par manque de volonté, c'est juste qu'il y a des choses qui souvent prennent beaucoup plus de temps. Et le troisième élément, c'est la persévérance, parce que nous avons besoin d'eux, il ne faut pas qu'ils capitulent. Je n'aime pas le discours selon lequel on dit « Ah, ça ne marche pas, je vais retourner ». Mais vous allez retourner où?
ici, c'est aussi notre pays. C'est aussi notre devoir de participer au développement de notre pays. Donc cette patience et cette persévérance leur permet justement de détruire les différentes barrières et de comprendre qu'ils ont quitté un pays qui reste fondamentalement attaché à eux et que tous nos pays ont besoin d'eux et que à tout moment, où qu'ils soient, qu'ils pensent à la culture de leur pays, qu'ils pensent à l'amour qu'ils peuvent avoir pour leur pays et en retour, nous on se chargera, malgré le temps que ça prend, de mettre en place des politiques pour favoriser leur intégration dans leur pays d'origine. Merci, monsieur le directeur. Et vous, si vous avez un mot de fin, quelles sont vos solutions ou vos propositions pour permettre à cette diaspora de vraiment s'épanouir? Moi, je dirais d'abord que le rôle de membre de la diaspora, c'est d'abord à la limite quelque chose d'égoïste. C'est-à-dire que si je suis à Paris et que j'ai ma famille à Abidjan, tout ce que je vais pouvoir apporter comme contribution dans l'intérêt de ma famille est primordial et va ensuite rayonner sur le reste du pays. Donc si on accumule ce genre d'actions individuelles en multipliant ça par le nombre de membres de la diaspora, on a parlé de millions de personnes, bah, forcément il y a un impact, je veux dire, ça se fait automatiquement. Donc il n'est pas nécessaire de dire je veux aider mon pays en tant qu'entité, mais je veux aider ma famille, je veux aider les membres de ma famille, et ça déjà ça a un impact sur le reste. Deuxième chose, je pense que c'est un partenariat. Il faut qu'effectivement, il y ait une volonté de la diaspora soit d'aider à distance, soit de rentrer pour contribuer localement. Et comme vous disiez tout à l'heure, le fait de dire, bon, moi je viens, j'essaye, si ça ne marche pas, je repars. Quand je suis à Paris et que j'essaye d'avoir un job dans le 18e arrondissement, si ça ne marche pas, je ne déménage pas de Paris. Je reste toujours à Paris et je continue de chercher dans d'autres arrondissements ou dans d'autres sociétés de la place. Donc c'est la même démarche. Il faut d'abord que ce soit une vraie volonté de rentrer, qu'on ait une vraie volonté, une vraie décision. C'est une vraie décision de vie, de rentrer ou de contribuer au développement de son pays. Et une fois qu'on a cette décision, peu importe les obstacles. Les exemples que nous avons entendus tout à l'heure le montrent. Il y a des obstacles tous les matins, tous les jours. Ceux qui ne sont pas de la diaspora aussi, ils ont des obstacles. Donc, il n'y a pas de raison que parce qu'on vient de la diaspora, on doit, nous, être débarrassés de tous les obstacles. Pas du tout. C'est d'abord une volonté de rentrer. Il faut arrêter de penser que l'État doit tout faire pour que les membres de la diaspora rentrent. Évidemment, l'État doit contribuer. Le fonds de garantie dont on a parlé tout à l'heure, une fois qu'il sera mis en place, ça sera un outil formidable. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Comment identifier, et je pense que la direction des Ivoiriens de l'extérieur a déjà initié ça, il faut savoir clairement qui sont les membres de la diaspora, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences et qu'est-ce qu'ils pourraient éventuellement apporter aux besoins de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ou ailleurs, dans des représentations de la Côte d'Ivoire dans d'autres pays. Une fois qu'on a ça et qu'on a une idée précise des besoins, on peut faire matcher les choses. Et là, ça va tout seul. Je dis ça parce que c'est le cœur de mon métier. J'ai une entreprise qui me dit, écoutez, moi j'ai besoin d'un directeur des risques, je vais regarder qui sont les gens qui ont ces compétences en matière de risque, je les mets ensemble et on trouve le bon matching et ça roule. C'est de la même façon mettre en place un observatoire, par exemple, des Ivoiriens de l'étranger. Une fois qu'on a cet observatoire, on sait qu'il y a un Ivoirien qui est à Cincinnati ou dans le Kansas, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a un projet qui nécessite ce genre de compétences. On prend contact avec lui et on lui propose les conditions normales pour rentrer, pour continuer à travailler pour son pays. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait envie de rentrer, et heureusement d'ailleurs. Parce que si tout le monde veut débarquer en Côte d'Ivoire demain, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes à gérer, et le logement, et le boulot, et etc., etc., et même les places dans les écoles, enfin bref. Donc il faut que ça soit quelque chose de structuré en partenariat. Le mot partenariat, pour moi, est très essentiel. Le mot partenariat est très essentiel, merci. Et c'est sur ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. La diaspora et le continent africain, si on peut le dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui doit être mis en œuvre et les politiques générales et nationales sont mises en place. La diaspora, vous avez maintenant le devoir de venir vous impliquer sereinement sur le continent pour impulser une dynamique de croissance. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette émission. Nous étions aujourd'hui avec M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, et avec lui M. Joël-Éric Misséon, directeur associé de Afrique Search. Messieurs, merci pour votre collaboration et vos contributions. Très chers téléspectateurs, c'est ici qu'on se dit au revoir et à très bientôt.